À la une de ce journal, la finance islamique et son mode de fonctionnement étaient au cœur d'une conférence de presse. À l'initiative de Coris Bank, des informations sur cette finance aux méthodes différentes ont été communiquées. À voir aussi la tenue d'un séminaire de formation organisé par l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche à Grand-Bassam, assise qui a mobilisé des experts évaluateurs des établissements d'enseignement supérieur. Et les habitants et cadres de la localité de Zongwassou sont heureux. La fondation Kaidan a procédé à un important don de 6 classes équipées. Le point complet dans cette édition. Et bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur nos antennes. Nous ouvrons ce journal avec ces interrogations. Qu'est-ce que la finance islamique? Quels sont ses principes et modes de fonctionnement? À qui s'adresse-t-elle? Ou encore, quels sont ses avantages? Ce sont autant de questions qui ont trouvé réponse lors d'une conférence de presse à l'initiative de Coris Bank à travers sa fenêtre islamique dénommée Baraka. Objectif, donner des informations sur une finance aux méthodes différentes de la banque conventionnelle, cependant accessible à tous. Le point avec Issa Badini et Doumbia Ayouba. Dans tout juste 4 mois, cela fera 6 ans jour pour jour que Coris Bank International Côte d'Ivoire a ouvert une fenêtre islamique à travers sa branche Coris Bank Baraka. 6 ans de présence avec un total de 3000 comptes ouverts. Peut mieux faire selon les premiers responsables de la banque qui estiment que pour ce faire, il faut davantage d'informations sur la finance islamique, ses principes, ses produits et ses avantages. D'où cette conférence de presse qui se tient au sein même du siège de la banque à Treichville. Et selon les conférenciers, c'est une banque qui a des principes islamiques, certes, mais elle est ouverte à tous. Ce n'est pas une finance religieuse parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle ne peut pas refuser la personne en fonction de sa religion. Donc la personne qui se présente à elle, elle ne va pas lui demander avant tout quelle est sa religion. C'est un client avant tout national ou résident. C'est ça, on dit, elle n'est pas une finance religieuse. Les investissements dans lesquels la banque n'entre pas pour des raisons éthiques, ça c'est un choix. Ce choix-là peut ne pas être uniquement un choix religieux. Par exemple, le fait de ne pas financer les casinos, c'est à la fois interdit expressément par la finance islamique, mais en même temps, sur le plan utilité économique, c'est une activité nuisible à la société. Les casinos, mais aussi l'industrie porcine, l'alcool ou toute autre activité en lien avec les mœurs légères. La finance islamique s'interdit également tout intérêt dans tout type de transaction et se donne l'obligation d'adossement à un actif tangible et la juste répartition des bénéfices et des pertes. Du halal donc. Quel autre avantage en dehors de l'éthique halal de la finance islamique? Voilà ce que dit le conférencier. La qualité du service. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais à la Banque islamique du développement à Jeddah. Il y avait un client non musulman qui travaillait avec les banques. La personne m'a confié elle-même, elle m'a dit, moi, quand je fais la murabha, puisque le taux est arrêté d'avance, et il n'y a pas des intérêts de retard, je peux tabler sur le plan comptabilité de manière aisée, parce que je sais à quoi m'en tenir. Voilà, la personne, elle est venue à la Banque islamique, parce qu'elle sait pertinemment, dès le début, on va lui donner un financement avec une marge fixe, mais pas une marge fluctuante liée au marché monétaire. Et donc, quand la personne, elle était rassurée, elle a trouvé un avantage en disant je peux tabler, je peux faire un tableau de bord sur des bases solides. Mais par contre, si elle était liée à un taux fluctuant, la personne peut tabler aujourd'hui sur une chose, à la sortie, elle trouve autre chose. Avec plusieurs offres à l'image des banques conventionnelles, la Moudaraba, le Mourabaha, le Wakala ou encore l'Ijara. Le produit Ijara que nous déployons cette année, qui est une solution de financement pour permettre que ce soit les équipements, que ce soit l'immobilier, d'avoir accès à cette solution de financement-là. À l'échelle du groupe Coris Bank International, avec ses 7 pays et 24 agences, la fenêtre islamique revendique 30 000 clients.
Des experts évaluateurs des établissements d'enseignement supérieur sont en travaux depuis ce lundi dans la ville de Grand-Bassam. Un séminaire de formation organisé par l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche, ANAQ-ESR, dans le but d'une amélioration de la formation des établissements privés comme publics de Côte d'Ivoire. Walter Kofi. Contribuer à fournir des ressources humaines de qualité grâce à une formation renforcée, c'est la mission attribuée à ces acteurs de l'enseignement supérieur. Ils sont près d'une centaine d'experts évaluateurs sélectionnés sur 400 autres qui, durant 3 jours, verront leur capacité renforcée sur les fondamentaux de l'évaluation, les méthodologies d'évaluation et les compétences pratiques et communication. Ils devront élaborer des guides d'auto-évaluation et d'évaluation externe et mettre en place des unités d'assurance qualité interne dans chaque établissement d'enseignement supérieur et la réalisation d'évaluations pilotes. Cette formation concerne les experts évaluateurs. Alors, les experts évaluateurs, c'est des personnes qui seront mises à la disposition de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur pour assurer un certain nombre d'évaluations des programmes d'enseignement de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont aller aussi bien dans les institutions d'enseignement supérieur publiques que privées pour voir si les programmes qui sont utilisés pour former les étudiants sont des programmes qui répondent aux différents référentiels, c'est-à-dire aux différents indicateurs. Alors, indicateurs, c'est-à-dire c'est des référentiels qui permettent d'assurer que la formation qui est donnée aux apprenants soit la formation qui corresponde aux compétences attendues. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES. Il vise à apporter un soutien au développement de l'enseignement supérieur en améliorant la pertinence et la qualité des programmes et vise à garantir une ressource humaine de qualité. Aujourd'hui, il y a des classements internationaux des universités dans le monde. Mais si vous n'avez pas, disons, un département ou bien une agence, à l'instar des pays comme le Sénégal, et j'en cite d'autres, qui veille à la qualité de l'enseignement, c'est-à-dire d'abord des infrastructures, de la pédagogie, du niveau de rémunération de corps enseignants, des personnels administratifs et techniques, de voir si tout est bien dans ces établissements, aussi bien publics que privés, eh bien, on ne peut pas être en mesure de délivrer de la qualité pour la formation des ressources humaines de qualité qu'attend la Côte d'Ivoire. Rappelons que cet atelier est piloté par l'Agence nationale d'assurance qualité et d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et rentre dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur qui est financé à hauteur de 30 millions de dollars par l'Association internationale de développement. L'apothéose de la semaine de l'innovation à l'ESATIC s'est tenue ce lundi à Abidjan. Au menu de cette 4e édition, un concours technologique, un salon d'exposition des différentes innovations et surtout une occasion de célébrer les étudiants dans les filières de technologie, de l'information et de la communication. Cette semaine de l'innovation a donc permis aux étudiants de l'ESATIC de montrer leur savoir-faire dans ce domaine. Nous témoigne Konena Norgo et cette Ekissi. À l'instar des éditions précédentes, la semaine de l'innovation 2024 à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC a tenu ses promesses ce lundi 4 mars 2024. Organisée par les étudiants, cette 4e édition couplée à la journée de l'étudiant en TIC a été une vitrine de promotion des innovations technologiques. Nous sommes fiers d'accueillir cette semaine d'innovation comme pour envoyer un message aux étudiants de l'extérieur, mais également aux élèves de l'extérieur parce qu'ils sont amenés à être étudiants, leur dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est les TIC. C'est une journée qui permet de présenter les travaux des étudiants aux étudiants des lycées et collèges et des autres établissements de Côte d'Ivoire de façon générale. Le résultat que nous avons obtenu au terme de ces 3 journées, c'est un hackathon qui a permis de primer les meilleurs développeurs, les meilleurs en cybersécurité, les meilleurs dans les différents domaines que nous avons mis en compétition. Des innovations et créations technologiques, il y en avait à cette semaine de l'innovation à l'ESATIC. Outre les panels, les participants issus du secteur privé et public
ont pu apprécier la capacité de création des étudiants à travers un concours hackathon sur le développement, la sécurité et le réseau informatique. Parmi les innovations 2024, une poubelle intelligente, des systèmes lumineux intelligents, une machine de broderie numérique, une imprimante 3D filament et un système d'arrosage intelligent. Les agriculteurs peuvent ne pas maîtriser les périodes où il va pleuvoir ou pas. Donc pour pallier à ce problème de changement climatique, des aléas climatiques, donc on a mis en place un système d'arrosage qui va aider les agriculteurs de sorte que peu importe la période, ils pourront aisément faire leur culture. Puisqu'il s'agissait de mettre en place un réseau grande échelle pour interconnecter des sites distants, nous avions implémenté au niveau WAN une architecture SD-WAN avec des liaisons spécialisées et une VPN site to site. Créé en 2012, l'ESATIC a pour mission de former des cadres spécialisés dans les TIC. Avec un taux d'insertion de 94% des étudiants formés, l'ESATIC a obtenu en février 2022 la norme ISO 9001 version 2015, certifiant ainsi la qualité du management de l'école. Dans le chapitre vie associative, la réunion ordinaire du Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire s'est tenue récemment. Elle s'est concentrée sur le bureau nouvellement formé, la feuille de route ambitieuse de Madi Ouedraogo, élu président à la tête du COEBCI. Son équipe et son plan d'action sont désormais au cœur des discussions, illustrant l'engagement du COEBCI à promouvoir les intérêts économiques burkinabés en Côte d'Ivoire et à renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays. Diane Cablancan et Maru Seri pour le point. Un bureau et une feuille de route. C'est ce dont il est question à cette Assemblée générale ordinaire du Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire sous l'ère Madi Ouedraogo. Élu le 10 juin 2023, il a désormais non seulement une équipe commando, mais surtout une feuille de route pour le moins ambitieux. Des Burkinabés engagés qui sont toujours prêts à répondre quand on les appelle. Ça, c'est ce que j'ai remarqué tout au long du parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour bien mener ces activités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont déjà plus ou moins informés. Il suffit qu'on nous donne le coup de gong et nous l'envoyons. On a aussi le soutien de l'État. Vous les avez vus tout à l'heure quand ils sont venus nous féliciter, nous encourager. Ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais je crois que sur le plan administratif, c'est très important. Donc, quand je me base sur ces deux points-là, je pense qu'on peut arriver à boucler ces activités. Pour y arriver, Madi peut compter sur le groupe qu'il s'est entouré. Parlant de soutien, le président du COEBCI peut également compter sur les autorités diplomatiques et consulaires du Burkina qui ont fait le déplacement à cette rencontre. Cette initiative-là qui se pérennise, l'année passée nous étions ici pour les soutenir. Cette année encore, l'ambassade et le consulat général, nous sommes venus aussi les soutenir pour dire que, comme vous l'avez dit, il y a des attentes, mais avant ces attentes-là, il y a également les encouragements. Voilà, à mieux faire, à faire plus que ce qui est déjà là. C'est une manière également d'encourager les jeunes investisseurs pour qu'ils puissent vraiment se rapprocher du COEBCI, pour qu'on sache que le COEBCI n'est pas fait seulement pour nos aînés. Ayant pour objectif principal de promouvoir et de défendre les intérêts des opérateurs économiques burkinabés exerçant en Côte d'Ivoire, le Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire, COEBCI, inclut la création d'un environnement propice aux affaires, la représentation des intérêts professionnels de ses membres auprès des autorités compétentes, la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que le renforcement des liens économiques et commerciaux bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Intéressons-nous au sport à présent. Le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé, était face à la presse récemment pour présenter les athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le président de la Fédération a saisi l'occasion de cette rencontre avec les journalistes pour présenter un bilan des médailles reçues par les athlètes de la Fédération depuis le début de son mandat. La conférence de presse s'est déroulée en compagnie des membres de son bureau et des autres membres de la Fédération. Pierre Tebeu et Valentin Kra. Batili Astan, Cissé Chek, Babi Ruth sont les trois athlètes ivoiriens qui défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo les a présentés à la presse
ce lundi 4 mars 2024. Si la qualification de Cissé a été confirmée à l'occasion de sa médaille d'or au championnat du monde à Azerbaïdjan, celle de Babi Ruth a été signée au championnat d'Afrique organisé par la Côte d'Ivoire. Vous avez aujourd'hui devant vous 3 athlètes, pas des moindres. Et je dis pas des moindres parce que je sais qu'on peut leur faire confiance. Et sur les athlètes qui partent pour représenter la Côte d'Ivoire, nous avons 3 éléments, 3 athlètes de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Aujourd'hui, comme je dis, Cissé n'est plus à présenter, Ruth n'est plus à présenter, Batili Asta vous a fait ici des merveilles, c'est-à-dire aux Jeux africains. Nous vous confions, et vous confions en toutes nos prières, ces jeunes athlètes qui montent et qui vont aller pour combattre et défendre une fois de plus le drapeau ivoirien. Les athlètes ont promis de revenir avec des médailles en Côte d'Ivoire à condition que le public soit son soutien pendant ce rendez-vous sportif international. Mon souhait, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire mobilisée autour des athlètes, tous les athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et donc j'aimerais dire aux Ivoiriens qu'on a besoin d'eux. Nous partons aux Jeux Olympiques, nous les athlètes on part, la fédération va aux Jeux Olympiques, mais on n'aimerait pas être seul aux Jeux Olympiques. On a vu, quand toute la Côte d'Ivoire est unie, on a vu ce que ça peut donner comme résultat. Je parle de la CAN. La Côte d'Ivoire sera représentée au JO de Paris avec 6 athlètes, dont 3 représentants du taekwondo. La deuxième information de cette conférence de presse a été le palmarès décroché des compétitions internationales des athlètes de taekwondo depuis l'arrivée du nouveau président Jean-Marc Yassé à la fédération. Ils ont réussi à décrocher 74 médailles depuis 2021 à ce jour. Un bilan plus qu'élogieux puisque d'autres compétitions sont prévues avant les JO de Paris où ils auront encore à glaner d'autres médailles. Poursuivons cette édition, nous rendons à Zongassou, une localité du centre de la Côte d'Ivoire. Les habitants et cadres de cette localité sont particulièrement heureux. La Fondation Kaidan, avec à sa tête Alain Kouadio, homme d'affaires ivoirien, a procédé à un important don. Il s'agit d'un collège de 6 classes équipé d'une médiathèque et d'un centre multimédia aux normes internationales. L'action veut développer le capital humain de la région afin de continuer à relever les défis des ressources humaines en Côte d'Ivoire. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. Nous sommes à Zongassou, une localité du centre de la Côte d'Ivoire et précisément dans le département de Dembokro, région du Nzikomoé. Les populations, femmes et hommes, sont sortis massivement pour accueillir leur fils, Alain Kouadio, président du conseil d'administration du groupe Kaidan, accompagné de son épouse, du directeur général de Kaidan Group et de l'évêque de Yamoussoukro, Joseph Aka. La raison, le fils du village de Zongassou, Alain Kouadio, président du conseil d'administration du groupe Kaidan, a fait un don d'un collège au standard international. Juste à proximité de l'église catholique de Zongassou, la bâtisse inaugurée par l'évêque de Yamoussoukro, Joseph Aka, est composée de 6 classes de 40 places chacune, d'une salle des profs, d'une salle informatisée équipée de matériel de dernière génération, offerte par l'épouse du donateur, mais également d'une bibliothèque offerte par le directeur général du groupe Kaidan. L'idée est d'offrir aux Ivoiriens, et en particulier aux enfants de la région, un centre de formation de qualité, d'où sortent les têtes bien faites. Nous sommes une entreprise centrée autour de beaucoup d'objectifs humains. Alain Kouadio est le président. Et toute entreprise est une œuvre humaine. Et chaque fois que nous avons des victoires, nous souhaitons que les communautés auxquelles nous appartenons profitent un peu de ce que nous savons faire. Donc aujourd'hui, cette école, ce collège, cette médiathèque, cette bibliothèque, c'est le réceptacle des talents de l'ensemble de nos entreprises au service des communautés auxquelles nous appartenons. Vous savez, le développement d'une communauté et d'un village passe par le développement de son capital humain. Son capital humain existant, son capital humain à venir. Et le capital humain à venir d'une communauté, d'un village, ce sont ses enfants. Et nous avons doté ce village-là de ce collège parce que nous pensons que ce n'est pas ces infrastructures-là
on sait renforcer les compétences, on sait donner le savoir à ces enfants pour un avenir meilleur, pour eux-mêmes et pour la communauté. Dans certains collèges, avec 6 classes, une salle informatique équipée de la technologie de dernière génération, parce qu'il y aura des cours ici en présentiel, mais beaucoup de cours aussi en distanciel, de cours virtuels. Nous avons signé plusieurs partenariats avec des universités, que ce soit en Côte d'Ivoire et à l'international, pour permettre aux étudiants de second cycle sans se déplacer, d'avoir cette formation à la fois en présentiel et en virtuel. Ce collège passe à travers une signature de convention dans le patrimoine de l'Église catholique. La signature de la convention de cet acte a été faite au cours d'une messe dite à cet effet. Des instants de prière et de bénédiction pour la fondation donatrice, mais aussi pour son président, Alain Kouadio. Je suis plus que comblé. Je m'unis à tous les prêtres du diocèse, à tout le peuple de Dieu dans le diocèse de Grand-Bassam, pour dire merci aux donateurs, à notre frère Alain Kouadio, à sa compagne Fatim. Afin de permettre au clergé de mieux s'occuper de cette importante infrastructure éducative, un habitat, notamment un presbytère, sortira dans les prochains jours de terre. Un engagement des donateurs suivi d'un dépôt de 1 million de francs pour amorcer les premiers travaux. Le séminaire bilan annuel de la Direction générale du budget et des finances a pris fin le vendredi dernier à Yamoussoukro. Au cours de ce séminaire, le directeur général a affirmé que les objectifs de 2023 ont été atteints à 100% et a encouragé par l'occasion ses collaborateurs à garder cette même performance en cette année 2024. Charles Kouakou. Le séminaire bilan et perspective de la Direction générale du budget et des finances autour du thème « Direction générale du budget et des finances au cœur d'une gestion budgétaire plus performante » a pris fin par une note de satisfaction car le directeur général a affirmé que les objectifs de l'année 2023 ont été atteints à 100%. À l'issue de nos travaux, il ressort que le plan d'action stratégique 2023 de la Direction générale du budget et des finances a enregistré un taux de réalisation très satisfaisant de 100% comme en 2022. Concernant le programme d'activité 2023 de la Direction générale du budget et des finances, il a été réalisé à hauteur de 90,9% contre 86,2% en 2022. En ce qui concerne les perspectives pour l'année 2024, le directeur général a encouragé ses collaborateurs à garder la même performance car il aura des innovations. Il s'agit notamment de poursuivre le suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, de renforcer le suivi de l'exécution des crédits budgétaires des représentations nationales à l'étranger et des établissements publics nationaux à travers le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, d'élaborer le document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2025-2027 qui servira de base au débat d'orientation budgétaire au Parlement. C'est par des applaudissements que ce séminaire a pris fin pour dire mission accomplie. En santé, la direction des établissements privés et des professions sanitaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a initié dans le cadre d'opération Zéro clinique illégale d'ici à 2025 une tournée dans les départements du Guémont. Cette opération a débuté le lundi 26 février et a pris fin le vendredi 1er mars 2024. Cette mission de contrôle a conduit les équipes de la DEPPS dans les départements de Diokwe, Bongolo, Fakobli et Koubli. Le reportage est signé Théodore Kanga. Les gens des cliniques là, moi je les condamne, sincèrement. Moi c'est des gens, on ne sait pas où ils ont appris ces gens de métiers là, et puis les gens ils sont partout dans les villages. Un jour devant moi, il y a un monsieur qui a la diarrhée, ils ont donné 4 ballons de l'eau. Les cliniques boutiques ou mouroirs du Guémont ont été fermées par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour plusieurs raisons, à en croire les agents de la direction
des établissements privés et des professions sanitaires, ces cliniques, entre guillemets, fonctionnent dans l'illégalité totale et mettent la vie des patients en danger. Et à la suite de cette évaluation, nous sommes rendus compte qu'ils n'ont aucun document administratif d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement sanitaire privé. Donc ils sont dans l'illégalité. Ensuite de cela, nous avons évalué la clinique de manière générale et nous avons constaté aussi qu'il y a une mauvaise hygiène générale. Transformés pour la plupart en mouroirs publics, ces soi-disant docteurs n'ont pour la plupart aucune formation. Conséquence, des morts en cascade dues aux erreurs médicales. Nous nous retrouvons aujourd'hui en face d'un établissement que nous avons, dans le cadre des visites que nous faisons, que nous avons fermé. Quel est le cadre de ces visites? Il s'agit de faire des visites de contrôle pour l'assainissement et la réduction des cliniques illégales et puis aussi voir aussi l'amélioration de la qualité pour les établissements que nous devons soumettre à la population. Donc nous sommes aujourd'hui dans le Guémon, à Bangolo, à Kwibli, aujourd'hui à Djuekwe. Et donc dans ce cas-là, nous avons visité. C'est un appel aux promoteurs, à tous ceux qui ont des établissements, de se mettre en règle. Donc c'est une excellente opération parce qu'il faut éradiquer ces cliniques véreuses pour ne pas qu'elles causent du tort à nos populations. Tous ces efforts ayant été fournis, que cela soit mis à l'eau par des cliniques véreuses. Ce ne sont pas des cliniques, ce sont des boutiques carrément, voilà, qui font du commerce au détriment de la santé de nos populations. Pour mettre fin aux pratiques de ces commerçants ou businessmen de la santé, une mission de l'ADEPS conduite par Dr Biti Marie-Joseph a sillonné du 26 au 1er mars 2024 les 4 départements du Guémon. Objectif, assainir le secteur. La mission de contrôle intensif et de démantèlement du réseau de faux praticiens a permis la fermeture de 79 cliniques illégales. 8 autres ont reçu des mises en demeure. Par ailleurs, dans la région du Guémon, seul le centre médico-social Sainte-Marie-Dominique détient des documents appropriés. La date du 1er mars commémorant la journée mondiale de la protection civile a été également célébrée par les autorités et les populations de Bondoukou. Occasion de féliciter les sapeurs-pompiers civils pour le travail exemplaire qu'ils font pour la protection des biens et des personnes. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Le préfet des régions, préfet du département de Bondoukou, préside en personne la 34e célébration de la journée mondiale de protection civile à Bondoukou. Il reçoit les honneurs du détachement des sapeurs-pompiers du centre de protection civile, des autorités des forces de défense et de sécurité et de l'ensemble des directeurs et chefs des services. Cette 34e journée mondiale de la protection civile marquée par des exercices de simulation et de sauvetage exécutés par des professionnels présentés au grand public. Les soldats du feu qui au quotidien protègent des vies qui sont confrontées également à des cas de fausse alerte qui ne leur facilitent pas la tâche dans l'exercice de leurs fonctions. À toutes nos autorités de nous aider à pouvoir sensibiliser nos populations sur le civisme, les comportements responsables qui vont nous aider dans nos tâches. Les élus et les cadres de la région, notamment le conseil régional, ont salué les mesures idoines prises par les agents du centre de protection civile de Bondoukou à travers ces synergies d'action au quotidien pour le bien des populations. C'est donc l'occasion pour nous de les féliciter. Nous essayons modestement de les accompagner et nous voulons prier, en tout cas les autres collectivités, à nous accompagner, à nous aider, à les aider. Cette journée s'est tenue autour du thème « Les technologies innovantes au service de la protection civile » pour le préfet de région d'interpeller la population à faire barrage à l'incivisme et permettre ainsi aux agents du centre de protection civile d'être plus efficaces sur le terrain. Les forces alertent appelaient les populations à s'abstenir de poser de tels actes qui sont inciviques. Il faut que tous ensemble, nous ayons l'utile à l'agréable en aidant les pompiers civils à accomplir leur mission. Nombreux sont ces participants qui ont pris part à cette célébration, composée essentiellement d'étudiants des universités et grandes écoles, des élèves des lycées et collèges et des élèves maîtres du CAFOP supérieur qui sortent de cette cérémonie avec beaucoup plus d'informations. Pour nous, ce sera bénéfique parce que nous avons appris des choses ici aujourd'hui qui pourront nous servir demain. Il ne faut pas appeler pour faire les fausses alertes. Ça ne leur permet pas de pouvoir mieux faire leur travail. Nous devons appeler, voilà, qui de droit avec les informations qu'il faut, diffuser
voilà, de bonnes informations afin qu'on puisse nous venir en aide à temps. La célébration officielle de la 34e journée mondiale de la protection civile en Côte d'Ivoire s'est tenue à la préfecture de Mons. Le centre de protection civile de Bondoukou a ouvert officiellement ses portes en 2018. En dehors de nos frontières, au Nigeria, le fabricant de sucre Dangote Sugar Refinery a clôturé son exercice financier 2023 dans le rouge. L'entreprise cotée à la bourse de Lagos a en effet enregistré une perte nette de 48,7 millions de dollars. Un an plus tôt, il déclarait un bénéfice net de 36,1 millions de dollars. Cette situation a contribué à une forte hausse des coûts de financement qui sont passés à plus de 132,8 millions de dollars contre moins de 6,6 millions de dollars un an plus tôt. En Angola, la mine de diamants Luno a livré en février 2 pierres pesant 162 et 116 carats. Le diamant de 116 carats est l'une des meilleures qualités pour les gemmes. Il fera donc l'objet d'une vente par appel d'offres à une date non précisée, alors que le diamant de 162 carats devrait être vendu en mars 2024 dans le cadre du processus habituel. La compagnie minière nationale Andioma a annoncé pour 2023 une production de 9,8 millions de carats en hausse par rapport aux 8,7 millions de carats livrés en 2022. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.